Christophe Jaffrelot, bonjour. Bonjour. D'où vient le nationalisme hindou? On peut faire remonter ses origines au début des années 20, il y a un siècle, lorsque, en réaction à la mobilisation des musulmans pour la défense du califat de Constantinople, mise à mal par les traités de paix de Versailles et autres, des musulmans se mobilisent et cette mobilisation a pour effet de dégénérer en émeute qui affecte les hindous, qui aussi montre à certains hindous que les musulmans ont une allégeance transnationale, et c'est le moment de cristallisation d'une idéologie. Le mouvement organisé, lui, commence en 1925, lorsque un brahman crée ce mouvement, le RSS, le Rashtriya Swayamsevak Sangh, qui est le creuset du BJP, aujourd'hui au pouvoir à Delhi. Le BJP est surtout fait de gens qui viennent des hautes castes, mais il a besoin des basses castes pour se faire élire, et c'est en fait grâce à Narendra Modi au final. Il peut à la fois apparaître comme un très bon petit soldat du nationalisme hindou, et en même temps un homme de basse caste qui, en plus de cela, s'est fait tout seul, sans avoir en particulier à bénéficier de la politique de discrimination positive, à savoir les quotas qui viennent en aide aux gens des basses castes. Ce qui a permis aussi à Narendra Modi au BJP d'arriver au pouvoir, c'est, en plus du nationalisme, le populisme. Lui introduit ce répertoire nouveau de l'appel au peuple, de l'homme qui défend les catégories les plus défavorisées, mais toutes les catégories de la société indienne, contre la menace pakistanaise, contre la menace de l'islamisme, et qui n'hésite pas à promettre la lune, élection après élection, d'abord dans son Gujarat natal, dont il sera l'homme fort pendant une douzaine d'années, puis au centre à New Delhi à partir de 2014. Depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir, vous dites que l'Inde a changé, qu'elle est devenue une démocratie ethnique. La démocratie ethnique, c'est une démocratie où il y a encore des élections relativement libres, une presse relativement indépendante, un appareil judiciaire qui dit la loi, mais où il y a aussi une inégalité fondamentale entre la majorité ethnique et les minorités. En Inde, la Constitution continue de dire que le pays est séculariste, ce qui veut dire respectueux du droit des minorités. Mais ce que l'on observe, c'est une marginalisation des musulmans et des chrétiens qui ne sont plus guère présents dans les institutions type police, administration, et ni non plus très présents dans les assemblées élues, là où les musulmans avaient des représentants jusqu'à présent. Non seulement cela, mais on voit aussi qu'ils sont victimes des milices qui font la police culturelle sur les campus universitaires ou dans la rue même, empêchant les hindous et les musulmans de se fréquenter, surtout quand ils sont de sexes différents, d'acheter des appartements dans des quartiers mixtes, et puis faisant la chasse aux musulmans accusés d'amener des bovins à l'abattoir. L'animal sacré par excellence dans l'hindouisme, c'est la vache, et ça a été à l'origine cette campagne de lynchage de musulmans qui conduisaient des camions où des bovins ou des vaches n'étaient sans doute là que pour être amenés à la traite, mais des hommes que l'on a passés par le fil de l'épée pour montrer qu'on ne laissait plus les musulmans abattre les vaches. Est-ce que le nationalisme hindou s'est enraciné dans le pays et à la tête de l'État? Dans le pays, le réseau du RSS travaille à travers un nombre de filiales considérable. Que leur enracinement dans la société soit profond ne fait aucun doute. Au sommet de l'État, la question est différente. Évidemment, ils ont placé leurs hommes dans des positions de pouvoir importantes, mais une alternance au pouvoir devrait se traduire par le remplacement de ces hommes par d'autres à des idées plus libérales. Et la vraie question est de savoir si, en cas d'alternance, ces hommes qui reprendraient le flambeau pourraient contrer l'influence des nationalistes hindous au niveau social, au niveau de ces cercles que j'ai évoqués, dans le milieu syndical, sur les campus universitaires, et ce sera le grand défi de l'opposition si elle arrive à gagner les élections de mai prochain.